pendant mon voyage d'affaires de 30 jours, ma sœur a emménagé dans mon appartement avec ses enfants et m'a envoyé des photos du déménagement en disant « Tu as passé trop de temps à être égoïste, maintenant il est temps de contribuer. » Quand j'ai confronté mes parents, ils ont été clairs, elle a raison. Tu dois apprendre à partager. Alors je l'ai laissé découvrir par elle-même que j'avais déménagé 3 semaines plus tôt, et que le nouvel propriétaire était un agent de la police fédérale. Je suis Chloé. J'ai 28 ans et je regarde des photos que ma sœur vient de m'envoyer par texto d'elle emménageant dans ce qu'elle pense être mon appartement. Elle est là depuis exactement 2 heures et elle a déjà réarrangé mes meubles pour faire de la place à ce qui semble être un parc pour bébés. Le message qui accompagnait les photos était simple. Tu as été égoïste assez longtemps. Il est temps de contribuer. Nous emménageons pour quelques mois. Pas de point d'interrogation. Pas de est-ce que ça irait si ou pouvons-nous en discuter? Juste une déclaration que mon espace était maintenant le leur. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre position dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner si vous vous êtes déjà senti complètement invisible dans votre propre famille. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Le fait est que l'on m'a traité d'égoïste toute ma vie. Ça a commencé quand j'avais 12 ans et que j'ai refusé de donner à Rebecca mon argent d'anniversaire pour acheter des cigarettes. Apparemment, vouloir garder mon propre cadeau était égoïste. Quand j'avais 16 ans et que je ne la laissais pas emprunter ma voiture pour aller à des fêtes, c'était égoïste aussi. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire et que j'ai eu mon propre appartement au lieu de retourner vivre chez mes parents pour aider avec les factures, eh bien, vous pouvez deviner comment cela a été appelé. Mais voici ce que ma famille n'a jamais compris. Je n'étais pas égoïste. J'étais intelligente. Parce qu'à chaque fois que je disais oui à Rebecca, à chaque fois que je me pliais en 4 pour l'aider, elle en voulait plus. Ce n'était jamais assez. Donnez-lui $50, elle aurait besoin de 100 la semaine prochaine. Laissez-la rester juste une nuit et elle serait toujours sur mon canapé 6 semaines plus tard, mangeant ma nourriture et utilisant mon mot de passe Netflix. Le schéma était toujours le même. Rebecca créerait une crise, réelle ou fabriquée, et la famille se rallierait à elle parce qu'elle était l'aînée, celle qui avait des enfants, celle qui n'arrivait pas à s'en sortir. Pendant ce temps, j'étais la personne fiable, celle qui avait toujours sa vie en ordre, celle qui pouvait se permettre de sacrifier un peu plus. Sauf que j'avais 28 ans et j'en avais marre d'être le plan de secours de ma sœur. Je suis actuellement en voyage d'affaires à Seattle, à 3 fuseaux horaires de ce désastre particulier. Mon entreprise m'a envoyé ici pour un projet de consultation d'1 mois, et honnêtement, la distance par rapport au drame familial était un bonus inattendu. Jusqu'à maintenant, le fils de 11 ans de Rebecca, Jordan, et sa fille de 9 ans, Mia, avaient été de bons enfants autrefois, quand ils entendaient occasionnellement le mot « non ». Mais des années de les enfants de Rebecca devraient s'exprimer librement avaient fait d'eux des versions miniatures de leur mère, se sentant tout permis, sans limite, et convaincus que les biens des autres étaient une propriété communautaire. Mon téléphone sonne. Maman. Je la laisse aller sur la messagerie vocale, mais elle rappelle immédiatement et encore. Au 4e appel, je réponds. Chloé, Dieu merci. Sa voix est essoufflée de soulagement. Rebecca nous a dit ce qui s'est passé. Cette pauvre fille a dû utiliser sa clé d'urgence parce que tu ne répondais pas à ses appels. Clé d'urgence. C'est une façon intéressante de décrire l'utilisation de la clé de rechange que j'avais laissée à ma voisine pour de vraies urgences. Cependant, je suppose que cela qualifiait d'urgence dans l'esprit de Rebecca. L'urgence d'avoir un endroit où vivre après que son dernier petit ami, Derek, l'ait mise à la porte. Maman, elle ne peut pas simplement emménager dans mon appartement sans demander. Oh, chérie, elle a demandé. Elle t'a envoyé 3 textos hier. Je fais défiler mes messages. Un texto envoyé à 2 heures du matin. Besoin d'un endroit où rester. Enfant 2DX. Ce n'était pas demandé, c'était informé. Elle a les enfants avec elle. Maman continue comme si cela expliquait tout. Tu sais à quel point ça a été difficile pour elle depuis le divorce. Et maintenant, avec Derek étant une telle déception. Derek étant une telle déception. C'était la façon de maman de dire que le dernier petit ami cohabitant de Rebecca en avait finalement eu marre de subvenir aux besoins des enfants de quelqu'un d'autre et de payer les erreurs de quelqu'un d'autre. Maman, je suis à 3000 miles. Même si je voulais aider, je ne pourrais pas juste.
Tu pourrais rentrer plus tôt. C'est la famille, Chloé. La famille passe avant tout. Ça y était. La phrase magique qui était censée me faire tout abandonner et arranger la vie de Rebecca à nouveau. Mais voici ce que maman ne savait pas. Ce qu'aucun d'eux ne savait. Je ne rentrais pas dans cet appartement. J'avais déménagé il y a 3 semaines avant ce voyage. Le bail était terminé. J'avais trouvé un meilleur endroit de l'autre côté de la ville, et j'avais tranquillement mis en place ma nouvelle vie sans tambour ni trompette, ni réunion de famille. Je ne leur avais pas parlé du déménagement parce que je savais exactement ce qui se passerait. Il y aurait une discussion familiale sur la façon dont j'aurais dû prendre en compte les besoins de Rebecca. Il y aurait des voyages de culpabilité à propos d'avoir abandonné ma famille. Il y aurait des attentes que j'aurais dû coordonner mes choix de vie avec la crise du logement perpétuel de Rebecca. Alors, je ne l'avais tout simplement pas mentionné. Je dois y aller, maman. Je suis en retard pour une réunion. Chloé, tu ne peux pas juste. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon ancien propriétaire. Monsieur Peterson était un homme âgé charmant qui gérait des propriétés depuis 40 ans. Quand je lui ai expliqué la situation, sa réponse a été immédiate. Oh là là, je l'ai déjà loué à quelqu'un d'autre. Ils ont emménagé hier. Bien sûr que oui. Parce que c'est ce qui arrive quand vous mettez légalement fin à un bail et que vous déménagez. Quelqu'un d'autre emménage. Qui est le nouveau locataire? Un type sympa. Agent de la police fédérale, très discret, très ordonné, il a dit qu'il voulait spécifiquement un endroit où il pourrait avoir la paix après le travail. Un agent de la police fédérale, quelqu'un qui n'apprécierait probablement pas de trouver des étrangers dans son appartement légalement loué. J'ai remercié Monsieur Peterson et j'ai raccroché, regardant par la fenêtre de l'hôtel la ligne d'horizon de Seattle. Ma sœur était en train de s'installer chez quelqu'un d'autre, de faire du café dans la cuisine de quelqu'un d'autre, laissant probablement Jordan et Amy à courir partout comme s'ils étaient chez eux. Et quand cet agent de police fédérale très ordonné et très discret rentrerait de son service ce soir, il trouverait une femme qui revendiquait des droits familiaux sur un endroit qui n'était pas le sien avec des enfants à qui on n'avait jamais appris que la propriété des autres n'était pas leur terrain de jeu. Mon téléphone a vibré avec un autre texto de Rebecca. Merci d'avoir partagé ton espace. Les enfants adorent leur nouvelle chambre, leur nouvelle chambre. Elle avait déjà réclamé l'espace, attribué des chambres, s'était installée pour ce qu'elle attendait clairement être un arrangement à long terme. J'ai éteint mon téléphone et j'ai commandé le service en chambre. Demain allait être très intéressant pour ma famille, mais pour ce soir, j'allais profiter de mes dernières heures de paix avant que la tempête ne frappe. La tempête a éclaté exactement à 6h47 le lendemain matin, heure de Seattle. Mon téléphone a explosé de notifications. 17 appels manqués et 43 messages textes de divers membres de la famille, chacun plus frénétique que le précédent. Rebecca, 6h47. Un type frappe à la porte en disant que c'est son appartement. Maman, 6h52. Rebecca a appelé en pleurant. Qu'est-ce qui se passe? Papa, 7h15. Appelez-nous maintenant. Rebecca, 7h18. Ce fou menace d'appeler la police si nous ne partons pas immédiatement. Où es-tu? J'ai commandé un café et je les ai parcourus comme on lit un scénario de feuilleton vraiment dramatique, sauf que celui-ci mettait en scène ma famille et leur incapacité totale à saisir la cause et les faits. Selon les messages de plus en plus hystériques de Rebecca, l'agent de police très ordonné et très discret était rentré de son service de nuit pour trouver les affaires de ma sœur dans son salon et les jouets de ma nièce éparpillés sur son sol. Apparemment, il avait été complètement déraisonnable à ce sujet. Imaginez ça. Un homme étant déraisonnable de trouver des étrangers chez lui. Les messages ont escaladé tout au long de la matinée. L'officier de police, l'officier Martinez, selon les textos de Rebecca, avait été extrêmement impoli en leur demandant de partir immédiatement. Il avait exagéré en trouvant Jordan faisant rebondir un ballon de basket dans le salon à 7h du matin. Il était totalement inflexible quant à l'explication de Rebecca selon laquelle il s'agissait d'une urgence familiale. J'ai appelé ma mère vers 10h après avoir eu suffisamment de caféine pour gérer le nouveau drame qui se préparait. Chloé. La voix de maman était aiguë de panique. Rebecca dit qu'un homme essaie de la jeter, elle et les enfants, à la rue. Elle dit que tu lui as donné la permission de rester dans ton appartement. Je ne lui ai jamais donné la permission de quoi que ce soit. Eh bien,
elle a la clé. La clé d'urgence pour les urgences. Être mise à la porte par ton petit ami n'est pas mon urgence à résoudre. Une pause, puis sur ce ton que maman utilise quand elle est sur le point de déployer la guerre émotionnelle. Ce sont ta nièce et ton neveu dont nous parlons. Des enfants, Chloé, tu laisserais vraiment des enfants sans abri. Et ça y était. L'option nucléaire. La carte pense aux enfants qui étaient censés me faire craquer. Parce que dans la logique de ma famille, toute limite que je fixais était automatiquement cruelle envers les enfants. Ces enfants ont une mère qui a fait des choix qui ont mené à cette situation et ils ont des grands-parents avec une chambre d'amis. Une autre pause, plus longue cette fois. Notre chambre d'amis n'est pas assez grande pour tous les trois. Alors Rebecca peut trouver d'autres arrangements comme le font les adultes. Chloé Elizabeth Morrison, je n'arrive pas à croire à quel point tu es froide à ce sujet après tout ce que cette famille a fait pour toi. J'ai raccroché parce que cette phrase ne finissait jamais bien et j'en avais marre d'entendre la liste détaillée des sacrifices de ma famille. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Papa, cette fois. Ta mère est hors d'elle, a-t-il dit sans préambule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de ne plus vivre dans ton appartement? Ce n'est pas absurde. J'ai déménagé il y a 3 semaines. Le bail est terminé. Tu as déménagé sans nous le dire? Le choc sincère dans sa voix m'a presque fait rire parce que quand avais-je déjà pris une décision majeure sans une réunion du comité familial pour discuter de la façon dont cela affecterait Rebecca? J'ai trouvé un meilleur endroit plus près du travail. Eh bien, ça. Il luttait maintenant pour traiter cette information. C'est bien. Mais tu aurais dû dire à Rebecca que tu déménageais. Elle n'y serait pas allée si elle avait su. Papa, elle y est allée parce qu'elle a supposé que je laisserais tout tomber pour résoudre son problème de logement à nouveau. C'est ta sœur. Je sais qui elle est. Un long silence. Puis, que veux-tu que nous fassions ici, Chloé? Cet officier de police est très agressif à ce sujet. Officier de police. Alors il savait ce que le nouveau locataire faisait comme travail. Cela rendait cela encore plus ridicule. Rebecca avait essentiellement fait l'intrusion chez un flic et était maintenant surprise qu'il ne soit pas arrangeant. Je veux que tu dises à Rebecca de s'excuser auprès de l'homme, de faire ses valises et de partir immédiatement. Et après? Où est-elle censée aller? Ce n'est pas mon problème à résoudre. Mon Dieu, Chloé. La voix de papa était rauque de déception. Quand es-tu devenue si sans cœur? Sans cœur? Encore ce mot. Celui qu'ils utilisaient chaque fois que je refusais d'être leur solution au problème de Rebecca. Je suis devenu réaliste, papa, il y a une différence. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Dehors, par la fenêtre de mon hôtel, Seattle était grise et bruineuse, ce qui semblait approprié pour la journée. En soirée, la situation avait apparemment atteint un point critique. Quand j'ai enfin rallumé mon téléphone, j'ai trouvé un message vocal de Monsieur Peterson qui m'a fait tressaillir. Chloé, ma chère, je suis vraiment désolé de vous déranger, mais il y a eu une sacrée situation. Votre sœur refuse de quitter l'appartement de l'officier Martinez et il a appelé du renfort. J'ai peur que si cela n'est pas résolu rapidement, il pourrait y avoir des arrestations. Pourriez-vous éventuellement appeler l'officier Martinez? Son numéro est. Arrestation. Rebecca était sur le point d'être arrêtée pour intrusion dans l'appartement d'un officier de police. J'ai immédiatement appelé le numéro que Monsieur Peterson m'avait donné. Officier Martinez. Sa voix était professionnelle mais tendue. Bonjour, c'est Chloé Morrison, la sœur de Rebecca Morrison. Monsieur Peterson m'a donné votre numéro. Madame Morrison. Dieu merci. Votre sœur affirme qu'elle a la permission d'être dans cet appartement et elle refuse de partir malgré mes demandes répétées. J'entendais des voix en arrière-plan. La voix de Rebecca devenant plus aiguë et plus émotive et ce qui ressemblait à d'autres officiers. Officier Martinez, je dois vous expliquer la situation. Rebecca ne savait pas que j'avais déménagé. Elle utilisait une clé d'urgence qui n'était jamais destinée à cet usage. Donc, elle n'a pas la permission d'être ici. Absolument pas. Elle ne l'a jamais eue. Elle a supposé que mon appartement était disponible pour son usage sans me demander d'abord. Une pause. Êtes-vous en train de dire que c'était un malentendu plutôt qu'une intrusion intentionnelle? J'ai fermé les yeux.
C'était mon point de choix. Je pouvais laisser Rebecca faire face aux conséquences de ses actions. Arrestation, accusation criminelle, un casier judiciaire qui la suivrait pour toujours, où je pouvais intervenir une fois de plus, lui donner une porte de sortie des conséquences qu'elle avait méritées. C'était un malentendu, ai-je dit. Elle ne savait vraiment pas que j'avais déménagé. Elle pensait qu'elle utilisait mon appartement avec une permission implicite. Je vois. Et les enfants sont innocents dans cette situation. Ils suivent juste leur mère. Une autre pause. Puis, Madame Morrison, si vous pouvez garantir que votre sœur partira immédiatement et ne reviendra pas, je suis prêt à traiter cela comme un malentendu plutôt que de poursuivre des accusations. Un soulagement m'a envahi. Elle partira. Je le garantis. Il y a la question des dommages à la propriété. Les serrures doivent être changées, et il y a eu des dommages au revêtement de sol. Combien? Environ $800. $800. Le prix de la dernière crise de Rebecca, maintenant ma responsabilité à résoudre. Je m'en occuperai. Merci, Madame Morrison. Votre intervention ici a probablement sauvé votre sœur d'une situation juridique très grave. Après avoir raccroché, je me suis assise dans ma chambre d'hôtel et j'ai réalisé ce qui venait de se passer. J'avais sauvé Rebecca de l'arrestation, mais je ne l'avais pas sauvée des conséquences. Elle devait toujours partir. Elle n'avait toujours nulle part où aller. Elle devait toujours faire face à la réalité que ses choix avaient mené à cette crise. Et pour la première fois, je l'avais aidée tout en maintenant mes limites. J'étais intervenu pour éviter un désastre sans encourager son comportement. Cela ressemblait à un progrès. Un petit progrès, mais un progrès tout de même. Les jours suivants ont apporté les conséquences prévisibles de la crise de l'appartement. Rebecca et les enfants avaient emménagé chez mes parents. La solution qui avait toujours été disponible, mais qui n'avait en quelque sorte pas été envisagée pendant que j'étais sous pression pour sacrifier mon espace. Les appels de ma famille ont dépeint une image que j'avais déjà vue. Rebecca se positionnant comme la victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Mes parents se ralliant à elle et tout le monde évitant soigneusement toute discussion sur la façon dont cette situation aurait pu être évitée. Elle a traversé une expérience si traumatisante, a expliqué maman lors d'un de ses appels de suivi. Cet officier de police était si intimidant et les enfants étaient terrifiés. Expérience traumatisante. L'intrusion de Rebecca avait été recadrée comme quelque chose qui lui était arrivé plutôt que quelque chose qu'elle avait choisi de faire. Comment Jordan et Mia s'adaptent-ils chez grand-maman et grand-papa? Eh bien, ils sont excités d'être ici, bien sûr, mais ça a été un ajustement. Notre maison n'est pas vraiment faite pour les enfants. Leur maison n'était pas faite pour les enfants parce qu'ils avaient élevé leurs enfants il y a 30 ans et avaient passé les 2 dernières décennies à créer un environnement de retraite paisible. Maintenant, ils devaient faire face à la réalité d'enfants actifs dans un espace conçu pour des adultes calmes. Et Rebecca, comment gère-t-elle la transition? Une pause. Elle est en train de tout digérer. Elle se sent très mal à propos du malentendu avec ton appartement. Malentendu. Même maintenant, le choix délibéré de Rebecca d'emménager dans mon espace sans permission était présenté comme une erreur innocente. A-t-elle commencé à chercher son propre logement? Elle explore des options, mais tu sais à quel point le marché du logement est difficile en ce moment. Et avec les besoins des enfants à prendre en compte, les besoins des enfants. L'excuse universelle de Rebecca pour laquelle les responsabilités normales d'adultes ne s'appliquaient pas à sa situation. 3 semaines après leur arrivée chez mes parents, papa a appelé avec un ton que je n'avais jamais entendu auparavant. Chloé, nous devons parler. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Exactement. C'est juste que cet arrangement de vie est plus difficile que nous l'avions anticipé. Difficile. La façon diplomatique de papa de dire que Rebecca les rendait fous. Quel type de défi? Un long silence. Jordan a cassé ma vitrine à trophées hier en jouant au basket dans le salon. La vitrine à trophées. La fierté et la joie de papa, remplie de récompenses de son entreprise de construction et de ses tournois de golf amateurs. La vitrine en verre qu'il passait des heures à organiser et à nettoyer chaque week-end depuis aussi longtemps que je me souvienne. Comment cela est-il arrivé? Rebecca a dit que les enfants avaient besoin d'espace pour faire de l'exercice car ils ne peuvent pas jouer dehors sans surveillance dans notre quartier. Leur quartier, la rue résidentielle tranquille où ils avaient emménagé,
spécifiquement parce qu'elle était remplie de retraités et de personnes sans enfants, où les pelouses étaient impeccables et les ordonnances sur le bruit prises au sérieux. Qu'a-t-elle dit quand tu lui as parlé de les superviser? Elle a dit, les enfants ont besoin de liberté pour explorer leur environnement. Trop de règles étouffent la créativité. Les règles étouffent la créativité. La réponse universelle de Rebecca à toute suggestion selon laquelle ses enfants devraient respecter la propriété ou l'espace des autres. Et maman, comment gère-t-elle l'ajustement? Une autre pause. Ta mère a du mal. Mia a décidé de se couper les cheveux hier avec les ciseaux de couture de maman. Dans le salon, j'ai grimacé, imaginant la scène. Le tapis blanc impeccable de maman, probablement maintenant décoré de mèches de cheveux de 9 ans. Où était Rebecca pendant ce temps? Au téléphone avec Derek, essayant de le convaincre de la reprendre. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas être interrompue pendant une conversation importante. Bien sûr qu'elle l'était, car dans l'esprit de Rebecca, gérer sa crise romantique avait la priorité sur la supervision des tendances destructrices de ses enfants. Avez-vous déjà vécu ce moment où quelqu'un d'autre comprend enfin ce que vous avez géré depuis le début? Laissez un commentaire ci-dessous si vous vous êtes déjà senti justifié lorsque la réalité a rattrapé le déni familial. Papa, combien de temps cet arrangement est-il censé durer? C'est pourquoi j'appelle. Rebecca dit qu'elle a besoin d'au moins 6 mois pour trouver le bon endroit pour les enfants. Quelque part avec de bonnes écoles, une cour, un loyer raisonnable. 6 mois. Les critères de Rebecca pour un logement acceptable, un loyer abordable dans un quartier parfait avec des écoles idéales, étaient complètement déconnectés de la réalité du marché. Quel est son budget? Elle dit qu'elle peut se permettre environ $800 par mois. $800 par mois pour un endroit avec une cour dans un bon quartier scolaire. Rebecca cherchait un logement qui n'existait pas à son prix, ce qui signifiait qu'elle prévoyait de rester chez mes parents indéfiniment tout en maintenant la fiction de la recherche active. Papa, me demandes-tu des conseils ou de l'aide? Je demande. Je demande si tu penses qu'il y a des options que nous n'avons pas envisagées. Des options qu'il n'avait pas envisagées. Papa était trop poli pour me demander directement de reprendre la résolution des problèmes de Rebecca. Mais l'implication était claire. Il y a toujours des options. Rebecca pourrait baisser ses attentes en matière de logement, prendre un deuxième emploi pour se permettre de meilleurs endroits, ou arranger quelque chose avec Derek. Elle choisit de ne pas explorer ces options parce que rester avec vous est plus facile. Mais la stabilité des enfants souffre plus d'un manque de limites cohérentes et d'absence de conséquences que de vivre dans un appartement plus petit ou de changer d'école. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si papa traitait cette perspective pour la première fois. Chloé, puis-je te demander quelque chose honnêtement? Bien sûr. Savais-tu que ce serait comme ça quand tu as refusé de la laisser rester dans ton appartement? La question m'a prise au dépourvu. Pas une demande d'argent ou d'intervention, juste de la curiosité pour savoir si j'avais anticipé ce scénario exact. Oui, ai-je dit simplement. Oui. Comment? Parce que je gère le chaos de Rebecca depuis 28 ans. Je sais comment elle fonctionne quand elle n'obtient pas son premier choix. Un autre long silence. Nous pensions que tu étais égoïste. Je sais. Nous avions tort, n'est-ce pas? C'était la première fois que l'un de mes parents remettait en question leur gestion de la situation de Rebecca. La première fissure dans leur front uni de loyauté familiale avant tout. Tu as fait le choix que tu pensais juste à l'époque, basé sur les informations que tu avais. Mais tu savais mieux. Je connaissais mieux Rebecca. Et nous n'avons pas écouté. Ce n'était pas vraiment une question, plus une réalisation prononcée à voix haute. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon appartement paisible, mon appartement secret que ma famille ne connaissait toujours pas, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas attendu. De la sympathie pour mes parents. Ils apprenaient ce que je savais depuis des années, qu'encourager l'irresponsabilité de Rebecca n'aidait personne, y compris Rebecca. Ils découvraient que les bonnes intentions et la loyauté familiale ne pouvaient pas remplacer les limites et les conséquences. Mais ils l'apprenaient à la dure, en vivant au quotidien la réalité de choix qu'ils avaient toujours défendus à distance. Une partie de moi se sentait justifiée. Une partie de moi se sentait triste pour la désillusion qu'ils vivaient. Et une partie de moi se demandait si cette crise pourrait enfin motiver de réels changements dans la dynamique de notre famille.
Seul le temps dirait s'ils apprendraient de cette expérience ou s'ils l'endureraient simplement jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelqu'un d'autre pour gérer la situation de Rebecca. 6 semaines après l'arrivée de Rebecca chez mes parents, maman m'a appelé en pleurant. « Chloé, je ne sais plus quoi faire. » Maman ne pleurait jamais au téléphone. Elle était la diplomate de la famille, celle qui gardait son calme pendant les crises et trouvait des côtés positifs dans les situations impossibles. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis rentré des courses hier et j'ai trouvé que Jordan avait fait passer un ballon de basket à travers le lustre de la salle à manger. Le lustre en cristal. Le lustre de la salle à manger. Celui pour lequel maman avait économisé des mois pour l'acheter. Celui qu'elle nettoyait soigneusement chaque printemps et protégeait comme un héritage familial. Où était Rebecca? Dans sa chambre, porte fermée. Elle a dit qu'elle avait mal à la tête et qu'elle avait besoin de calme. Calme? Pendant que son fils détruisait la maison de mes parents. Qu'a-t-elle dit quand tu lui as montré le lustre? Que ce sont des choses de garçon et que nous devrions être reconnaissants qu'il fasse de l'exercice au lieu de rester devant les écrans toute la journée. Ce sont des choses de garçon. L'excuse universelle de Rebecca pour le comportement destructeur de Jordan. La même phrase qu'elle avait utilisée quand il avait cassé mon ordinateur portable, rayé ma voiture et s'était servi dans mon sac à main. Maman, d'où appelles-tu? De chez Linda. Je reste chez ta tante quelques jours. Maman avait fui chez sa sœur. La même maman qui m'avait fait la leçon pendant des années sur la loyauté familiale et le fait de rester ensemble dans les moments difficiles avait atteint son point de rupture. Comment papa a-t-il réagi quand tu es parti? Il a dit qu'il comprenait, mais que j'abandonnais la famille pendant une période difficile. Abandonner la famille. La même phrase qu'ils avaient utilisée quand j'avais refusé de résoudre la crise du logement de Rebecca. Quel a été le coup de grâce? Un long silence. Hier matin, Mia a peint une fresque sur le mur de ma salle de bain. Quand j'ai demandé à Rebecca, elle a dit que j'étais trop rigide à propos des possessions matérielles et que les enfants avaient besoin d'exprimer leur créativité. Trop rigide à propos des possessions matérielles. La façon de Rebecca de dire que les biens des autres n'avaient pas autant d'importance que l'expression de soi de ses enfants. Maman, que veux-tu de moi? Je veux savoir si tu voyais cela venir. Si tu savais que ce serait comme ça. Oui, je savais. Pourquoi ne nous as-tu pas prévenus? M'aurais-tu cru? Silence. Nous savions toutes les deux la réponse. Il y a 2 mois, toute tentative de les prévenir aurait été rejetée comme une preuve supplémentaire de mon attitude sans cœur envers la famille. La maison est détruite, a-t-elle dit doucement. 20 ans à entretenir cet endroit, et on dirait qu'une tornade l'a frappé. Que dit Rebecca à propos des dégâts? Que ce sont des accidents normaux de l'enfance, et que nous ne devrions pas faire sentir aux enfants qu'ils sont coupables d'être des enfants. Des accidents normaux de l'enfance. Comme si apprendre aux enfants à respecter la propriété des autres endommagerait en quelque sorte leur développement psychologique. Combien de temps cela est-il censé durer? Rebecca dit qu'elle cherche toujours, mais que chaque endroit qu'elle trouve a des problèmes. Trop cher, mauvais quartier, pas adapté aux enfants. Trop cher, mauvais quartier, pas adapté aux enfants. Les critères de Rebecca garantissaient qu'elle ne trouverait jamais rien, ce qui signifiait qu'elle pouvait rester chez mes parents indéfiniment tout en maintenant la fiction de la recherche active. Maman, quelqu'un a-t-il suggéré que les exigences de Rebecca pourraient être irréalistes pour son budget? Ton père a essayé de lui en parler. Elle a dit, nous essayons de la forcer, elle et les enfants, à vivre dans un logement insalubre parce que nous ne voulons pas d'eux. Ne pas vouloir d'eux. Rebecca avait réussi à recadrer des suggestions raisonnables comme des preuves de rejet familial. Papa gère-t-il bien? Un rire amer. Ton père a 73 ans. Il a pris sa retraite pour lire des livres et travailler dans son jardin. Au lieu de cela, il arbitre des disputes entre Jordan et Mia, nettoie les dégâts plus vite qu'il ne peut les réparer, et écoute Rebecca se plaindre que nous n'avons pas les bonnes collations pour les enfants. L'épuisement dans la voix de maman était profond. Ce n'était pas seulement le stress d'un ajustement temporaire. C'était une femme qui avait atteint la limite de sa capacité à faire face au chaos. Maman, veux-tu mon conseil? Oui. S'il te plaît. Dis à Rebecca qu'elle a 30 jours pour trouver son propre logement. Peu importe si cela répond à tous ses critères. Si elle refuse, dis-lui que tu l'aideras à faire ses valises, mais qu'elle doit partir de toute façon.
Nous ne pouvons pas jeter notre fille et nos petits-enfants à la rue. Vous ne les jetez pas à la rue. Vous appliquez des limites raisonnables dans votre propre maison. Rebecca a des options. Elle choisit de ne pas les explorer parce que rester avec vous est plus facile. Et si elle n'a vraiment nulle part où aller? Alors elle trouvera une solution comme le font les autres mères célibataires quand elles ont besoin d'un logement. La clé est que trouver une solution devient sa responsabilité, pas la vôtre. Un long silence. Et les enfants? Les enfants bénéficieront plus de voir leur mère assumer la responsabilité de leur fournir un logement stable que d'apprendre que d'autres personnes résoudront toujours leurs problèmes. Chloé, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que nous avons échoué en tant que parents avec Rebecca? Je veux dire. La question était si vulnérable, si différente de la position défensive habituelle de maman sur la dynamique familiale que j'ai dû considérer ma réponse avec soin. Je pense que vous l'avez aimée et avez essayé de la protéger. Mais je pense que vous l'avez protégée des conséquences qui lui auraient appris des leçons importantes sur la responsabilité. Et maintenant, elle a 31 ans et ne sait pas résoudre ses propres problèmes. Elle sait comment. Elle a juste appris que créer une crise pousse les autres à la résoudre pour elle. Et toi? Avons-nous aussi échoué avec toi? J'ai pensé à toutes les fois où l'on m'avait traité d'égoïste pour avoir voulu des limites, critiqué pour ne pas être plus généreuse, fait sentir coupable d'avoir priorisé mes propres besoins. Tu m'as appris à être autonome. Cela s'est avéré être un cadeau, même si ça ne l'a pas été à l'époque. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé dans la dynamique de ma famille. Pour la première fois, mes parents remettaient en question leur approche envers Rebecca plutôt que ma réaction envers Rebecca. Ils vivaient avec les conséquences des choix qu'ils avaient toujours défendus. Et ces conséquences détruisaient leur paix, leur maison et leur mariage. Peut-être que cette crise motiverait enfin de réels changements. Ou peut-être qu'ils l'endureraient simplement jusqu'à ce qu'ils puissent trouver quelqu'un d'autre pour gérer la situation de Rebecca. Dans tous les cas, ce n'était plus mon urgence à résoudre. L'intervention familiale est arrivée exactement 2 semaines plus tard, déguisée en invitation à dîner. Juste quelque chose de décontracté, a dit maman quand elle a appelé de chez tante Linda. Rebecca veut vraiment faire la paix entre vous deux. Rebecca veut vraiment. Le libellé était significatif car cela signifiait que Rebecca avait convaincu mes parents que la réconciliation familiale était sa priorité absolue plutôt que d'éviter la responsabilité du chaos qu'elle avait créé. Quel est l'ordre du jour de ce dîner? Pas d'ordre du jour, chérie. Juste du temps en famille. Une chance pour tout le monde de remettre les compteurs à zéro et de prendre un nouveau départ. Remettre les compteurs à zéro et prendre un nouveau départ. La solution préférée de maman aux problèmes compliqués, faire comme si le passé n'existait pas et avancer avec une amnésie collective des conflits précédents. Où aura lieu ce dîner? Chez nous, bien sûr. Rebecca pensait que ce serait bien de cuisiner pour tout le monde. Rebecca qui cuisine. C'était presque drôle, étant donné que les compétences culinaires de Rebecca se limitaient à réchauffer des plats surgelés et à commander des plats à emporter. Qui d'autre sera là? Juste nous. Toi, moi, ton père, Rebecca et les enfants. Une petite réunion intime où je serais considérablement en infériorité numérique face à des personnes qui avaient passé des mois à être convaincues que mon refus d'encourager le comportement de Rebecca était la cause profonde de tous les problèmes familiaux. Maman, de quoi Rebecca veut-elle exactement faire la paix? Toute la situation avec l'officier Martinez et l'appartement, elle se sent très mal de la façon dont tout est devenu si compliqué. Est devenu si compliqué. Même le langage de maman s'était adapté au récit de Rebecca, transformant des choix délibérés en circonstances malheureuses. Et que veut-elle de moi? Une pause. Elle espérait que tu pourrais envisager d'aider avec les coûts de l'appartement de l'officier Martinez. Comme un geste de bonne foi, ça y était. Le véritable ordre du jour se cachant derrière un dîner de famille et une réconciliation sincère. Rebecca voulait que je paie les conséquences de ses choix. De combien parlons-nous? 800 $ pour les nouvelles serrures et le nettoyage. 800 $. Le prix de l'intrusion de Rebecca, maintenant présenté comme mon opportunité de démontrer ma loyauté familiale. Maman, Rebecca a causé ces dégâts. Pourquoi devrais-je les payer? Parce que tu es la seule qui peut se le permettre en ce moment. Et parce que cela montrerait à Rebecca que tu te soucies plus de la famille que d'avoir raison. Avoir raison.
mon insistance sur la responsabilité de base avait été redéfinie comme une fierté têtue que je devais surmonter pour le bien de l'unité familiale. Qu'est-ce que Rebecca a contribué à ces coups? Une pause. Elle a cherché du travail supplémentaire, mais avec l'emploi du temps des enfants, alors rien. Rebecca n'avait rien contribué à résoudre le problème qu'elle avait créé, mais on s'attendait à ce que je couvre la totalité des coûts. Je vais y réfléchir. Chloé, s'il te plaît, viens juste dîner. Laisse Rebecca s'excuser correctement. Donne-lui une chance de réparer les choses. Réparer les choses en me faisant payer ses erreurs pendant qu'elle s'attribuait le mérite de reconstruire les relations familiales. Ce dimanche-là, je me suis rendu chez mes parents pour la première fois depuis des mois. Le quartier avait la même apparence, mais la maison elle-même montrait des signes de sa nouvelle résidence. La pelouse avant était jonchée de jouets. L'allée avait des dessins à la craie qui n'avaient pas été nettoyés. L'intérieur était pire. Les meubles du salon avaient été réarrangés autour d'une grande télévision. Les murs montraient des traces d'éraflures et de petits trous. L'environnement impeccable que mes parents avaient entretenu pendant des décennies avait été transformé en quelque chose qui ressemblait à une crèche. Après une journée particulièrement énergique, Rebecca m'a accueilli à la porte, vêtue d'un tablier et d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Chloé, je suis si contente que tu sois venue. J'ai préparé ton pot-au-feu préféré. » Le pot-au-feu n'était pas mon préféré, mais c'était probablement le plat le plus compliqué que Rebecca savait préparer. Merci d'avoir cuisiné. Bien sûr. Les dîners de famille sont si importants, tu ne trouves pas? Jordan et Mia sont apparus du salon, l'air plus calme que d'habitude. Salut, tante Chloé, a dit Jordan doucement. Salut, Jordan. Comment va l'école? Bien. Il a jeté un coup d'œil à sa mère avant d'ajouter. Nous devrons peut-être changer d'école à nouveau si nous déménageons. Déménager à nouveau. Apparemment, la recherche de logement de Rebecca était toujours en cours, bien qu'elle soit chez mes parents depuis plus de 2 mois. Où penses-tu déménager? Le sourire de Rebecca s'étendit. Nous explorons des options. Je veux trouver le bon environnement pour le développement des enfants. Le dîner a été exactement ce à quoi je m'attendais. Une performance élaborée conçue pour démontrer la transformation de Rebecca en un membre responsable de la famille. Elle a servi la nourriture avec des fioritures, a maintenu la conversation légère et positive, et a fait plusieurs références à tout ce qu'elle avait appris pendant cette période difficile. Ce n'est qu'au dessert qu'elle en est venue au fait. Je te dois d'énormes excuses, a-t-elle dit, sa voix lourde de sincérité travaillée. Je réalise maintenant que mes actions t'ont mis dans une situation terrible. J'aurais dû demander la permission au lieu de supposer que je pouvais utiliser ton appartement. Supposer que je pouvais utiliser ton appartement. Même ces excuses réussissaient à minimiser la violation de l'effraction dans la maison de quelqu'un d'autre. J'apprécie cela, Rebecca. J'ai réfléchi à la façon de réparer les choses, et j'aimerais te rembourser pour tout le trouble que j'ai causé. Me rembourser. Une formulation intéressante, étant donné qu'elle ne m'avait jamais remboursé pour quoi que ce soit dans toute notre relation. Ce n'est pas nécessaire, mais c'est. Je veux reconstruire la confiance entre nous. Elle a fait une pause dramatique. J'espérais que nous pourrions travailler ensemble à résoudre les coûts de l'appartement de l'officier Martinez. Si tu pouvais aider avec les dépenses immédiates, je pourrais mettre en place un plan de paiement pour te rembourser au fil du temps. Ça y était. Rebecca voulait un prêt sans intérêt déguisé en solidarité familiale. De combien de temps parlons-nous? Peut-être 6 mois. Une fois que je serai installé dans mon propre logement et que la situation des enfants se stabilisera, 6 mois minimum avec des excuses intégrées pour les retards et les prolongations. Dans le monde de Rebecca, les plans de paiement n'étaient que des moyens polis de faire des demandes qui ne seraient jamais satisfaites. Rebecca, que se passe-t-il si je dis non? Son calme s'est légèrement fissuré. Eh bien, je devrais trouver une autre solution. Peut-être demander à maman et papa de contracter un prêt hypothécaire sur la maison. Contracter un prêt hypothécaire sur la maison. L'option nucléaire conçue pour me faire sentir coupable de forcer mes parents âgés à prendre un risque financier. J'ai regardé autour de la table ma famille. Maman et papa regardant avec espoir, Jordan et Mia mangeant leur crème glacée, inconscients de la manipulation adulte qui se déroulait autour d'eux, Rebecca attendant ma réponse avec une anxiété à peine dissimulée. C'était mon point de choix.
Reprendre mon ancien rôle de solutionneur de problèmes de Rebecca ou maintenir les limites que j'avais tant travaillé à établir. Je dois y réfléchir, ai-je dit finalement. Le visage de Rebecca s'est effondré. Y réfléchir. C'est la famille qui aide la famille. C'est aussi encourager un comportement qui a causé du harcèlement et du stress à un homme innocent. Je n'arrive pas à croire que tu me punis toujours pour une erreur pour laquelle je me suis déjà excusé. Punis toujours. Comme si mon refus de résoudre automatiquement ces problèmes était un acte de cruauté plutôt que de simple autopréservation. Je ne punis personne, Rebecca. Je ne dis juste plus automatiquement oui. Elle s'est tournée vers nos parents. C'est exactement ce dont j'avais peur. Chloé a décidé qu'elle est meilleure que le reste d'entre nous. Le piège était parfaitement tendu. Accepter que je ne me croyais pas supérieur et, par implication, accepter d'aider Rebecca avec sa dernière crise financière. Je pense que je suis responsable de mes propres choix et de mes propres conséquences, ai-je dit. Et je pense que tout le monde devrait être responsable des leurs. Je me suis levé de table. Merci pour le dîner, Rebecca. Le pot-au-feu était délicieux. Alors que je prenais mon sac et mon manteau, la voix de Rebecca m'a suivi jusqu'à la porte. J'espère que tu pourras vivre avec toi-même, sachant que tu as choisi l'argent plutôt que la famille. L'argent avant la famille. Le dernier voyage de culpabilité délivré alors que je m'éloignais du rôle qu'il m'avait assigné depuis l'enfance. Mais pour la première fois de ma vie, je pouvais vivre avec moi-même parce que j'avais choisi la vérité plutôt que l'encouragement de la dépendance, les limites plutôt que le dysfonctionnement. Et cela me semblait être exactement le bon choix. 2 semaines plus tard, papa m'a appelé avec une proposition qui m'a surprise. Chloé, je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi, d'accord ? Si tu devais aider avec ces coûts d'appartement, hypothétiquement, quelles seraient tes conditions ? Conditions. Papa avait appris quelque chose sur les négociations en observant cette crise familiale. Pourquoi demandes-tu hypothétiquement ? Un long silence. Parce que ta mère est rentrée hier, a regardé l'état de la maison, et est retournée directement chez Linda sans défaire son sac. Maman était revenue, avait jeté un coup d'œil à tout le nouveau chaos qui s'était produit pendant son absence, et s'était immédiatement enfuie à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son absence ? Rebecca a décidé que les enfants avaient besoin de plus d'espace pour leurs activités. Elle a réarrangé tous les meubles, enlevé certaines décorations murales de maman pour accrocher les œuvres d'art des enfants, et converti la chambre d'amis en ce qu'elle appelle un centre de créativité. La chambre d'amis. L'espace soigneusement décoré de maman pour les visiteurs, transformé en un studio d'art pour des enfants à qui on n'avait jamais enseigné les limites. Et la réaction de maman, elle n'a pas dit un mot, a juste regardé autour d'elle, a pris son sac et est partie. Mais j'ai trouvé une note sur le comptoir de la cuisine qui disait qu'elle ne reviendrait pas avant que Rebecca ne déménage. Un ultimatum. Maman avait atteint sa limite absolue. Papa, si je devais payer ses coûts, ma condition serait que Rebecca déménage dans les 30 jours. Silence. Elle n'a nulle part où aller, a-t-il dit finalement. Elle a les mêmes options qu'il y a 4 mois quand elle a décidé de faire intrusion dans mon appartement. Elle peut baisser ses exigences, obtenir un revenu supplémentaire, ou arranger quelque chose avec Derek. Derek ne la reprendra pas. Alors elle doit explorer d'autres solutions comme le font les adultes quand ils ont besoin d'un logement. Une pause. Chloé, je sais ce que tu vas dire, mais pourrais-tu envisager de couvrir son premier mois de loyer quelque part juste pour l'aider à s'établir ? Premier mois de loyer. La demande était passée de $800 à potentiellement $1,500 ou plus. Papa, si je paie son premier mois de loyer, que se passera-t-il si elle ne peut pas se permettre le 2e mois ? Elle trouvera une solution. Le fera-t-elle ? Ou y aura-t-il une autre urgence familiale qui nécessitera que quelqu'un d'autre résolve ses problèmes ? La question a plané entre nous parce que nous connaissions tous les deux la réponse. Et si nous le mettions par écrit ? A demandé papa. Une sorte d'accord stipulant que c'est la dernière aide financière. Un contrat avec Rebecca. L'idée était absurde étant donné qu'elle n'avait jamais honoré aucun accord qui devenait inconvénient. Papa, penses-tu vraiment qu'un bout de papier changerait le comportement de Rebecca ? Peut-être si elle comprenait que c'était absolument la dernière fois. Combien de fois lui as-tu dit que c'était la dernière fois ? Un long silence. Trop de fois. Et comment cela s'est-il passé ?
Pas bien. J'entendais l'épuisement dans sa voix. Il ne s'agissait plus de Rebecca. Il s'agissait d'un homme de 73 ans essayant de sauver son mariage et sa maison des dommages collatéraux du dysfonctionnement de sa fille. Si je fais cela, ai-je dit lentement, je dois être clair sur ce que cela signifie. D'accord. Je paie les frais d'appartement et le premier mois de loyer ailleurs. Coût total environ $2000. Rebecca déménage dans les 30 jours. Et c'est absolument la dernière aide financière qu'elle recevra de moi, jamais. Jamais, jamais. Plus d'urgence, plus d'aide temporaire, plus d'obligations familiales pour la tirer d'affaire. Et si quelque chose de vraiment grave se produisait? Papa, tout ce qui concerne Rebecca est toujours présenté comme vraiment grave, mais rien de tout cela n'a été assez grave pour la motiver à changer ses habitudes. Une autre pause. Et si elle refuse de déménager même après que tu aies payé son nouvel endroit, alors toi et maman appliquez la limite. Vous lui dites qu'elle doit partir, quel est un autre endroit où aller ou non. Chloé, papa, tu ne peux pas me demander de résoudre le problème de logement de Rebecca et ensuite refuser d'appliquer la solution quand elle la trouve peu pratique. Laisse-moi parler à ta mère. Tu as une semaine pour décider. Après cela, la situation de logement de Rebecca devient quelque chose que vous gérez sans mon implication. J'ai raccroché et je me suis assise dans mon appartement tranquille, traitant ce que je venais d'accepter d'envisager. $2000 pour acheter la paix de ma famille et ma propre liberté face aux futures urgences de Rebecca. Cela ressemblait à payer une rançon, sauf que les ravisseurs étaient mes propres parents. Mais peut-être que cela en valait la peine pour enfin fermer la porte à 28 ans d'être le plan de secours de ma sœur. La question était de savoir si Rebecca resterait réellement partie ou si ce n'était que la dernière d'une série de renflouements familiaux qui se répéteraient chaque fois que la vie deviendrait difficile. Compte tenu de son passé, je n'étais pas optimiste quant à sa capacité d'apprentissage. Mais j'étais optimiste quant à ma propre capacité à respecter les limites une fois qu'elles seraient clairement établies et payées d'avance. Papa a rappelé en moins de 24 heures. Nous acceptons tes conditions. Pas de négociation, pas de demande de modification, pas de tentative de négocier de meilleures conditions. Papa ressemblait à un homme qui avait épuisé ses options et sa patience à parts égales. Comment maman a-t-elle réagi? Elle a dit de te dire qu'elle était désolée que nous ayons mis si longtemps à comprendre ce que tu as géré toutes ces années. Des excuses de maman pour avoir douté de mon évaluation du comportement de Rebecca et de mon besoin de limites protectrices. Et Rebecca est moins enthousiaste à propos de l'arrangement. J'imaginais que Rebecca s'attendait probablement à ce que mes parents négocient en son nom, à trouver un terrain d'entente qui lui permettrait de conserver les avantages du soutien familial sans l'inconvénient de devoir réellement déménager. Qu'a-t-elle dit exactement? Que 30 jours ne suffisent pas pour trouver un logement décent. Que se précipiter dans des décisions de logement sous pression n'est pas juste pour les enfants. Que la famille devrait se soutenir mutuellement pendant les transitions au lieu de faire des ultimatums. La famille devrait se soutenir mutuellement. La réponse standard de Rebecca à toute situation qui exigeait un effort ou un sacrifice de sa part. As-tu expliqué que ce n'est pas un ultimatum? C'est une offre avec des conditions. J'ai essayé. Elle a dit que les conditions étaient conçues pour l'humilier et prouver qu'elle était un fardeau pour la famille. L'humilier. Rebecca avait réussi à recadrer son expulsion de la maison de mes parents comme une attaque personnelle plutôt qu'une conséquence naturelle du fait de rendre leur maison invivable. A-t-elle commencé à chercher des appartements? Elle dit qu'elle l'a fait, mais que chaque endroit qu'elle a trouvé a des problèmes. Trop cher, mauvais quartier, pas adapté aux enfants. Les critères de Rebecca pour un logement acceptable garantissaient qu'elle ne trouverait jamais rien, ce qui signifiait qu'elle pouvait rester indéfiniment tout en maintenant la fiction de la recherche active. Quel est son budget? Elle dit qu'elle a besoin d'au moins un 2 pièces pour moins de $1000 par mois, de préférence avec une cour. $1000 par mois pour un 2 pièces avec une cour. Les attentes budgétaires de Rebecca étaient complètement déconnectées de la réalité du marché. Papa, ce budget pourrait lui procurer un studio dans un quartier moins souhaitable. Je sais. J'ai essayé de lui expliquer ça. Mais elle dit qu'elle ne sacrifiera pas le bien-être de ses enfants pour respecter une date limite arbitraire. Date limite arbitraire. Mon exigence de 30 jours avait été redéfinie comme cruelle et déraisonnable. La date limite est maintenue, ai-je dit fermement. 30 jours à compter d'aujourd'hui où l'offre expire. Et si elle trouve un logement mais a besoin d'aide pour les dépôts de garantie?
Ces coûts sont inclus dans les 2000 $. Ce n'est pas de l'argent supplémentaire. Une pause. Chloé, et si elle refuse simplement de partir? Alors toi et maman la faites expulser légalement si nécessaire. Nous ne pouvons pas jeter notre fille à la rue. Vous ne la jetez pas dehors. Vous appliquez des limites raisonnables dans votre propre maison. Rebecca a des options. Elle choisit de ne pas les explorer parce que rester avec vous est plus facile. La vérité s'est installée entre nous. Rebecca n'était pas impuissante. Elle était simplement habituée à ce que ses problèmes soient résolus par d'autres personnes. 3 jours plus tard, Rebecca m'a appelé elle-même. Chloé, nous devons parler de quoi? De ces conditions déraisonnables que tu as attachées à l'aide à la famille. Quelles conditions trouves-tu déraisonnables? Le délai? Principalement. 30 jours ne suffisent pas pour prendre des décisions de logement responsables. J'ai besoin d'au moins 2 mois pour trouver le bon endroit pour les enfants. 2 mois. Rebecca voulait prolonger son séjour de 8 semaines supplémentaires pendant que maman continuait à se cacher chez tante Linda. Le délai n'est pas négociable, Rebecca. Pourquoi pas? Quelle différence 30 jours contre 2 mois font-ils pour toi? Cela fait la différence entre maman qui rentre à la maison et maman qui demande la séparation. Une pause. C'est ridicule. Maman ne quitterait pas papa pour quelque chose comme ça. Maman a déjà quitté papa pour quelque chose comme ça. Elle est partie depuis 3 semaines. C'est de la manipulation émotionnelle. C'est le comble venant de quelqu'un qui a bâti sa vie autour de la manipulation des émotions familiales pour éviter les conséquences. Rebecca, je t'offre 2000 $ et 30 jours pour trouver un logement. C'est plus généreux que ce que quiconque a offert. Il ne s'agit pas d'argent. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de toi qui utilises la situation pour prouver que tu avais raison sur moi depuis le début. Tu veux que j'échoue. Je veux que tu échoues. La théorie de Rebecca était que mes limites étaient motivées par la vindicte. Rebecca, je veux que tu réussisses. Je veux que tu trouves un logement stable et que tu construises une vie indépendante. Je veux juste le faire sans subventionner tes choix indéfiniment. Facile à dire. Toi. Tu n'as pas d'enfant à prendre en compte. Et ça y était. La défense ultime de Rebecca, affirmant que la parentalité l'exemptait de la responsabilité adulte de base. Beaucoup de mères célibataires trouvent un logement et se débrouillent sans dépendre des renflouements familiaux. Tout le monde n'a pas de famille prête à aider. Je pensais que j'en avais, mais apparemment j'avais tort. Le voyage de culpabilité était parfaitement exécuté. J'étais en train de l'abandonner, elle et ses enfants, de détruire les liens familiaux, d'échouer au test de loyauté de base. Rebecca, l'offre est valable jusqu'à vendredi prochain. Prends-la ou laisse-la. Et si je la laisse, alors tu gères ta situation de logement sans mon implication. J'ai raccroché, me sentant parfaitement calme à l'idée de maintenir fermement les limites que j'avais établies. 27 jours restants. Rebecca a trouvé un appartement jeudi, avec 2 jours d'avance. Un 2 pièces dans un complexe de logements subventionnés de l'autre côté de la ville, pas le paradis de banlieue avec des cours et des écoles parfaites qu'elle avait imaginé, mais un logement réel qu'elle pouvait se permettre avec son revenu. Le déménagement s'est déroulé sans cérémonie ni adieu dramatique. Rebecca a fait ses valises tout en maintenant un commentaire continu sur la façon dont elle était forcée de partir par des attentes irréalistes et un manque de compassion familiale. J'ai transféré l'argent comme promis, 800 $ pour les dommages à l'appartement de l'officier Martinez, 1200 $ pour le premier mois de loyer et le dépôt de garantie de Rebecca. 2000 $ pour acheter la paix de ma famille et ma propre liberté face aux futures urgences de Rebecca. Maman est rentrée à la maison le lendemain du déménagement de Rebecca et a passé le week-end à évaluer les dégâts. Les coûts de réparation étaient élevés. Nouvelle moquette sur tout le rez-de-chaussée, nettoyage professionnel de tous les meubles, réparation des murs et des portes, remplacement du lustre et de la vitrine à trophées. La facture finale a dépassé les 4000 $. J'ai payé ce que j'avais promis. Mes parents ont couvert le reste sans se plaindre, ce qui m'a dit à quel point ils étaient désespérés de retrouver leur maison. Pendant 2 semaines, la maison a été silencieuse. Maman et papa sont revenus à leur routine de retraite de lecture, de jardinage et de dîner paisible ensemble. Les jouets ont disparu de la pelouse. Les marques d'éraflure ont été repeintes. La chambre d'amis a été restaurée à son usage d'origine.
Puis Rebecca a appelé. Chloé, je voulais te remercier de m'avoir aidé à m'établir dans le nouvel endroit. Me remercier. C'était inattendu. Rebecca exprimait rarement de la gratitude, surtout quand cela reconnaissait la générosité de quelqu'un d'autre. Comment Jordan et Mia s'adaptent-ils? Très bien. Jordan aime sa nouvelle école et Mia s'est liée d'amitié avec la fille d'à côté. C'est super à entendre. En fait, c'est pourquoi j'appelle. Les enfants ont demandé de tes nouvelles, se demandant quand ils reverront leur tante. Les enfants ont demandé. La façon diplomatique de Rebecca de tester si mon aide financière avait rétabli notre relation à sa dynamique précédente. Ils sont les bienvenus pour m'appeler à tout moment. Je pensais plutôt à une visite. Peut-être pourrais-tu venir dîner ce week-end. Une invitation à dîner. Rebecca sondait déjà les limites de notre nouvel arrangement. Je ne suis pas disponible ce week-end. Et le week-end prochain? Je te le ferai savoir. Une pause. Chloé, j'ai l'impression qu'il y a encore une tension entre nous qui n'a pas lieu d'être. Tension. Le mot de Rebecca pour mon refus de prétendre que notre relation pouvait simplement revenir à la normale. Quel genre de tension? Comme si tu étais toujours en colère à propos de ce qui s'est passé avec la situation de l'appartement. La situation de l'appartement? Même maintenant, Rebecca ne pouvait pas décrire ses actions avec précision. L'intrusion était devenue une situation. Je ne suis pas en colère, Rebecca. Je ne suis juste pas intéressé à reprendre nos anciens schémas. Quel schéma? Le schéma où tes urgences deviennent mes obligations. Où la loyauté familiale est mesurée par ma volonté de sacrifier mes ressources pour ta commodité. Ce n'est pas juste. Je ne t'ai jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit. Ne m'a jamais demandé de sacrifier quoi que ce soit. Rebecca avait perfectionné l'art de créer des crises qui exigeaient les ressources des autres tout en maintenant une dénégation plausible. Rebecca, comprends-tu pourquoi j'avais besoin de fixer des limites? Honnêtement, non. Je pense que tu as décidé que tu en avais marre de faire partie de cette famille et tu as trouvé des excuses pour justifier de t'éloigner. Dans l'esprit de Rebecca, mes limites n'étaient pas une question d'autopréservation. Elles étaient une question de rejet des obligations familiales par égoïsme. J'espère que les choses se passeront bien pour toi dans ton nouvel endroit. C'est tout. C'est tout ce que tu as à dire? C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, tu vas vraiment me couper les ponts définitivement parce que j'ai fait une erreur? Une erreur? Singulier. Tout cela. L'intrusion, la destruction de la maison de nos parents, la manipulation, les voyages de culpabilité, réduits à une petite erreur de jugement. Je ne te coupe pas les ponts. Je refuse juste de reprendre le rôle de résoudre tes problèmes. Et s'il y a une vraie urgence, quelque chose de grave avec les enfants? Alors tu géreras ça comme les autres mères célibataires, en contactant les ressources appropriées et en prenant des décisions responsables. Le silence s'est étiré assez longtemps pour que je me demande si elle avait raccroché. Tu as vraiment changé, a-t-elle dit finalement. Oui, j'ai changé. Pas pour le mieux. Peut-être pas de son point de vue. L'ancienne Chloé était utile à Rebecca. La nouvelle Chloé ne l'était pas. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose de profond avait changé. Pour la première fois dans notre relation, je ressentais une paix authentique concernant la situation de Rebecca. Elle avait un logement stable qu'elle était responsable de maintenir. Jordan et Mia avaient une fréquentation scolaire constante. Maman et papa avaient retrouvé leur maison et leur mariage, et j'avais retrouvé ma vie. 3 mois plus tard, maman a appelé avec ce qu'elle a décrit comme de bonnes nouvelles. Rebecca se débrouille très bien dans son appartement. Elle a payé son loyer. Les enfants semblent installés et elle parle même de suivre des cours au collège communautaire. C'est super, maman. Elle voit aussi quelqu'un, un homme gentil qu'elle a rencontré à l'école de Jordan. Il semble très stable, très responsable, un homme stable et responsable qui ne savait probablement pas encore que Rebecca s'attendait à ce que ses partenaires romantiques subventionnent son mode de vie et résolvent ses problèmes logistiques. J'espère que ça marchera pour elle. Elle m'a demandé de te dire qu'elle était désolée de la façon dont les choses étaient devenues si compliquées entre vous deux. Des excuses livrées par des intermédiaires. La méthode préférée de Rebecca pour exprimer des regrets sans reconnaître de tort spécifique. J'apprécie cela.
Penses-tu que tu pourrais envisager de la faire venir pour Noël? Les enfants manquent vraiment leur tante. Dîner de Noël. Maman testait si suffisamment de temps s'était écoulé pour que je reprenne les traditions familiales qui incluaient Rebecca. J'y réfléchirai. Elle a vraiment changé. Chloé, vivre de manière indépendante lui a fait du bien. Peut-être que oui. Peut-être que faire face à de réelles conséquences avait réellement motivé Rebecca à développer des mécanismes d'adaptation et une autonomie. Ou peut-être qu'elle était simplement entre deux crises, profitant d'une stabilité temporaire avant la prochaine urgence qui nécessiterait une intervention familiale. Dans tous les cas, ce n'était plus mon problème à résoudre. Une semaine plus tard, papa a appelé avec une autre nouvelle. Chloé, je voulais te mettre au courant de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Le nouveau petit ami de Rebecca a rompu avec elle. Elle est assez bouleversée. L'homme stable et responsable avait apparemment découvert quelque chose à propos de Rebecca qui l'avait fait reconsidérer la relation. Je suis désolé d'entendre ça. Elle a appelé ta mère tous les jours en pleurant à quel point il est difficile de sortir avec quelqu'un en tant que mère célibataire. Hier, elle a mentionné qu'elle pourrait ne pas pouvoir payer le loyer le mois prochain sans son aide. Sans son aide. Rebecca s'attendait apparemment à ce que son nouveau petit ami contribue à ses dépenses après seulement 3 mois de relation. Qu'est-ce que maman lui a dit? Qu'elle devait gérer ses propres finances. Mais Chloé, j'ai peur qu'elle te demande de l'aide. Si elle le fait, je dirai non, même si elle présente ça comme une urgence, surtout dans ce cas. Une pause. Je dois demander, tu ne vas vraiment plus jamais l'aider, quoi qu'il arrive? C'était la question à laquelle je m'attendais, le test pour savoir si mes limites étaient réelles ou juste un levier temporaire dans les négociations familiales. Papa, je ne vais pas encourager le schéma de Rebecca de créer des crises et d'attendre que les autres les résolvent. Ce n'est pas l'aider et ce n'est pas aider la famille. Mais si quelque chose de vraiment grave se produit? Alors Rebecca apprendra à gérer les situations vraiment graves comme le font les autres adultes, en faisant des choix difficiles, en acceptant l'aide des ressources appropriées et en gérant les conséquences. Tu as l'air si froide quand tu parles d'elle. Froide. Le mot que Rebecca avait probablement utilisé pour décrire mon refus de reprendre le soutien financier. Je ne suis pas froide, papa. Je suis réaliste. Rebecca a 31 ans, un emploi et un cerveau. Elle est capable de gérer sa propre vie si elle cesse d'attendre que d'autres le fassent pour elle. Et si elle ne peut vraiment pas y arriver, si elle se retrouve sans abri ou perd ses enfants, alors ces conséquences pourraient enfin la motiver à faire des choix différents. Le silence qui a suivi était lourd de la désapprobation de papa. Je n'aurais jamais pensé t'entendre dire ça de ta propre sœur. Il y a 5 ans, je ne l'aurais pas dit, mais il y a 5 ans, je faisais encore semblant qu'encourager la dépendance de Rebecca était la même chose que l'aimer. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que cette conversation était inévitable. Ma famille testait ma détermination. Voulant voir si la stabilité apparente de Rebecca avait adouci ma position sur les limites. Non. Au contraire, le bref succès de Rebecca à gérer sa propre vie prouvait qu'elle était capable d'indépendance lorsque les circonstances l'exigeaient. Le fait qu'elle positionnait déjà sa prochaine crise, la rupture avec son petit ami, les problèmes potentiels de loyer, comme des urgences familiales prouvaient qu'elle n'avait en fait rien appris de fondamental sur la responsabilité personnelle. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard. Rebecca appelait de son propre numéro pour la première fois depuis des mois. Chloé, j'ai vraiment besoin de te parler de quoi? Je traverse une période très difficile en ce moment. Marcus, mon petit ami, il a mis fin à notre relation et je ne sais pas comment je vais gérer tout ça seul. Tout ça seul. Rebecca avait fréquenté cet homme pendant 3 mois et était déjà devenue dépendante de son soutien financier. Je suis désolé que la relation n'ait pas marché. Ce n'est pas seulement ça. Il m'aidait avec certaines dépenses et maintenant je ne sais pas comment je vais payer le loyer le mois prochain. Ça y était. La crise qui exigerait une intervention familiale. Pile à l'heure. Quelles sont tes options? C'est pourquoi j'appelle. J'espérais que tu pourrais m'aider juste cette fois. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Juste cette fois. Juste jusqu'à ce que je me remette sur pied. Les mêmes phrases que Rebecca avait utilisées des dizaines de fois au fil des ans. Rebecca, je ne vais pas t'aider financièrement, même si je pourrais perdre mon appartement. Même dans ce cas. Et Jordan et Mia?
Tu les laisserais vraiment sans abri. La carte enfant est déployée avec un timing parfait. Jordan et Mia ne seront pas sans abri. Tu trouveras une solution parce que tu devras le faire. Je n'arrive pas à croire que tu vas m'abandonner quand j'ai le plus besoin de toi. L'abandonner. Le langage de la victimisation conçu pour me faire sentir coupable de maintenir des limites. Je ne t'abandonne pas, Rebecca. Je refuse d'encourager ton schéma d'irresponsabilité financière. Ce n'est pas un schéma. C'est une urgence. C'est la même urgence que tu as eue pendant 15 ans. La seule chose qui change, c'est l'excuse. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Rebecca, puis maman, puis papa. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Le matin, j'avais 12 appels manqués et 7 messages vocaux. Toutes des variations sur le thème que j'étais sans cœur envers ma sœur en difficulté. Mais j'avais aussi quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. Une confiance totale dans le fait que mes limites étaient nécessaires et appropriées. Rebecca résoudrait son problème de loyer parce qu'elle le devrait. Elle trouverait des ressources, ferait des choix difficiles ou ferait face à des conséquences qui pourraient enfin motiver de réels changements dans son comportement. Et pour la première fois de ma vie d'adulte, ce processus se déroulerait sans mon implication. Cela ressemblait à la liberté. Les appels de ma famille ont continué pendant 3 jours, chacun plus désespéré que le précédent. Le loyer de Rebecca était dû dans une semaine. Elle avait épuisé ses économies pendant sa relation avec Marcus. Elle avait demandé une aide d'urgence, mais la liste d'attente était de plusieurs mois. Elle faisait face à l'expulsion et à une potentielle situation de sans-abrisme avec 2 enfants. Selon les messages vocaux de plus en plus frénétiques, c'était différent de toutes ces crises précédentes car les enjeux étaient beaucoup plus élevés. La stabilité des enfants était en jeu. Rebecca parlait d'abandonner complètement. La famille se ralliait à elle pendant cette véritable urgence. Jeudi, maman m'a appelé au travail en pleurant. « Chloé, s'il te plaît. Je t'en supplie, juste cette fois. » « Maman, nous avons déjà eu cette conversation. » « Pas à ce sujet. C'est différent. Rebecca pourrait perdre les enfants si elle se retrouve sans abri. Les services sociaux pourraient intervenir. Services sociaux, la menace nucléaire qui était censée me faire abandonner mes limites et secourir Rebecca des conséquences de ses choix. Maman, si Rebecca perd son logement, ce ne sera pas parce que j'ai refusé de payer son loyer. Ce sera parce qu'elle a pris des décisions financières basées sur le revenu de quelqu'un d'autre plutôt que sur le sien. Elle ne savait pas que la relation se terminerait. C'est précisément pourquoi les adultes ne deviennent pas financièrement dépendants de quelqu'un avec qui ils sortent depuis 3 mois. Tu es si froide à ce sujet. Je suis réaliste à ce sujet. Une pause. Et si nous contribuions tous? Moi, ton père, peut-être ta tante Linda. Si tout le monde aidait un peu, alors vous encourageriez l'irresponsabilité de Rebecca en groupe au lieu de le faire individuellement. Chloé, ce sont ta nièce et ton neveu dont nous parlons. Oui, ce sont eux. Et la meilleure chose que je puisse faire pour eux est de refuser de leur apprendre que l'irresponsabilité de leur mère sera toujours sauvée par des grands-parents qui sacrifient leur propre sécurité. Maman pleurait encore plus fort maintenant. Je n'arrive pas à croire que tu sois devenue cette personne. Cette personne. Quelqu'un qui maintenait des limites au lieu de sacrifier constamment mes ressources pour les mauvais choix des autres. Je suis devenu quelqu'un qui comprend la différence entre aider et encourager la dépendance. J'ai raccroché et j'ai immédiatement bloqué les numéros de mes parents pour le reste de la journée. J'avais besoin d'espace pour réfléchir sans manipulation émotionnelle constante. Ce soir-là, j'ai débloqué leur numéro pour trouver 14 appels manqués et un texto de papa qui disait simplement « Appelle-moi ». C'est important. Quand j'ai rappelé, papa avait l'air épuisé. Rebecca a appelé en panique ce soir. Elle dit qu'elle doit quitter l'appartement avant dimanche ou faire face à des procédures d'expulsion. D'accord. D'accord, c'est tout ce que tu as à dire. Papa, que veux-tu que je dise? Rebecca a créé cette crise en prenant de mauvaises décisions financières. Maintenant, elle doit la résoudre. Et si elle ne peut pas la résoudre, alors elle subit les conséquences de ces mauvaises décisions. Peut-être que ces conséquences la motiveront à faire de meilleurs choix à l'avenir. Un long silence. Ta mère veut lui donner l'argent. C'est le choix de maman.
Nous n'avons pas $1500 dans notre fonds d'urgence. Alors elle ne peut pas donner $1500 à Rebecca. Elle parle de prendre une deuxième hypothèque sur la maison. Une deuxième hypothèque. Maman était prête à mettre en péril leur sécurité de retraite plutôt que de laisser Rebecca faire face aux conséquences de ses choix. Papa, c'est une idée terrible. Je sais que c'est une idée terrible, mais je ne sais pas comment l'arrêter sans paraître sans cœur envers les petits-enfants. Tu l'arrêtes en lui faisant remarquer qu'hypothéquer votre retraite pour payer le loyer de Rebecca ne résout pas le problème fondamental de Rebecca. Cela ne fait que retarder la prochaine crise tout en créant une nouvelle crise pour toi et maman. Vas-tu lui parler? Elle pourrait t'écouter. Elle ne m'écoutera pas à ce sujet. Dans son esprit, je suis la fille qui a abandonné la famille au moment de leurs plus grands besoins. Que penses-tu que nous devrions faire? C'était la première fois que papa me demandait conseil sur la façon de gérer Rebecca plutôt que de me demander de résoudre les problèmes de Rebecca directement. Je pense que vous devriez dire à Rebecca que vous n'avez pas l'argent pour aider et qu'elle doit explorer d'autres options. Colocataire, déménager dans un endroit moins cher, demander une pension alimentaire à Derrick, trouver un deuxième emploi. Il y a des solutions qui ne nécessitent pas de renflouements familiaux. Et si elle dit qu'elle a déjà exploré ces options, alors elle les explore plus intensément. Ou elle fait face aux conséquences de ne pas trouver de solution. Une autre pause. Je continue de penser à Jordan et Mia. Ils n'ont rien demandé de tout ça. Non, ils n'ont rien demandé. Mais ils ne bénéficient pas non plus d'apprendre que l'irresponsabilité de leur mère sera toujours sauvée par des grands-parents qui sacrifient leur propre sécurité. Quand est-ce que cela est devenu si compliqué? C'est devenu compliqué quand nous avons commencé à traiter les urgences de Rebecca comme des urgences familiales au lieu de conséquences naturelles de ses choix. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement tranquille et j'ai essayé d'imaginer ce qui se passerait pendant le week-end. Rebecca passerait probablement vendredi à appeler toutes les personnes qu'elle connaissait, cherchant quelqu'un pour lui prêter $1500. Quand cela échouerait, elle passerait samedi à pleurer auprès de maman à propos de ses enfants qui deviendraient sans abri. D'ici dimanche, maman céderait probablement et accepterait la deuxième hypothèque. Ou peut-être, juste peut-être, Rebecca résoudrait elle réellement son propre problème. Elle trouverait une colocataire, négocierait avec son propriétaire, demanderait une aide d'urgence ou découvrirait des ressources qu'elle n'avait jamais pris la peine de rechercher auparavant. Dans tous les cas, ce n'était pas mon urgence à résoudre. Dimanche soir, papa a appelé avec une mise à jour. Rebecca a trouvé une colocataire. Elle l'a fait. Une autre mère célibataire de l'école de Jordan. Elles vont partager le loyer et les charges. Une colocataire. Rebecca avait réellement résolu son propre problème grâce à ses propres efforts. C'est une excellente nouvelle. Oui. Bien que Rebecca soit contrariée de devoir partager l'espace avec les enfants de quelqu'un d'autre. Bien sûr, elle l'était. Même lorsque Rebecca résolvait ses propres problèmes, elle trouvait des raisons d'être insatisfaite des solutions qui ne correspondaient pas exactement à ses préférences. Comment maman et papa gèrent-ils cela? Ta mère est soulagée mais déçue que Rebecca ne soit pas venue nous demander de l'aide. Déçue que Rebecca ne soit pas venue leur demander de l'aide. Maman était en fait contrariée que Rebecca ait trouvé l'indépendance au lieu de nécessiter une intervention familiale. Et toi? Je suis fier d'elle d'avoir trouvé une solution et reconnaissant de ne pas avoir à prendre une deuxième hypothèque. Après avoir raccroché, j'ai réalisé que quelque chose de significatif s'était produit. Rebecca avait fait face à une véritable crise et l'avait résolue sans l'aide de la famille. Elle avait été forcée de devenir débrouillarde et elle avait découvert qu'elle était capable de trouver des solutions lorsque les renflouements n'étaient pas disponibles. C'était exactement ce que j'avais espéré qu'il se produirait lorsque j'ai commencé à maintenir des limites. Il restait à voir si Rebecca se souviendrait de cette leçon lors de sa prochaine crise, mais au moins maintenant, il y avait des preuves qu'elle pouvait résoudre ses propres problèmes quand elle y était obligée. L'arrangement de colocation a duré exactement 6 semaines. Papa m'a appelé un mardi matin, sa voix tendue de frustration. La situation de logement de Rebecca s'est effondrée. Elle et la colocataire ont eu une sorte de conflit, et maintenant elle cherche un nouveau logement, une sorte de conflit. J'imaginais ce que cela signifiait. Rebecca s'attendait probablement à ce que sa colocataire s'adapte à l'emploi du temps de ses enfants, partage les charges de manière inégale ou fournisse des services de babysitting gratuits. Qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca dit que la femme était déraisonnable à propos des règles de la maison.
Apparemment, elle voulait que Rebecca surveille les enfants plus attentivement et contribue aux tâches ménagères. Surveiller les enfants plus attentivement. La colocataire de Rebecca avait commis l'erreur d'attendre des responsabilités parentales de base et des responsabilités ménagères partagées. Où Rebecca loge-t-elle maintenant? Chez nous. Temporairement. Temporairement. Le mot qui ne signifiait jamais temporairement quand il s'agissait de Rebecca. Papa, je sais ce que tu penses, mais c'est vraiment temporaire. Juste jusqu'à ce qu'elle trouve un autre logement. Depuis combien de temps est-elle de retour? 3 jours. Et avant que tu ne poses la question, oui, la maison est à nouveau le chaos. Mais ta mère et moi en avons discuté, et nous pouvons gérer quelques semaines d'inconvénients. Quelques semaines d'inconvénients. Papa se préparait déjà à la réalité à long terme du retour de Rebecca. Quel est son budget logement cette fois? Elle dit qu'elle a appris sa leçon sur la dépendance envers les colocataires. Elle veut son propre logement, quelque chose de stable pour les enfants, son propre logement. Rebecca avait en quelque sorte conclu que le problème de son arrangement précédent était le partage de l'espace plutôt que son incapacité à respecter les limites des autres. Et son budget pour ce propre logement, une pause. Elle cherche des endroits autour de $1 200 par mois. 1200 dollars par mois. Le budget de Rebecca avait augmenté de 50% depuis sa dernière recherche de logement malgré aucune augmentation de revenus. Papa, comment compte-t-elle se permettre $1200 par mois? Elle dit qu'elle a fait du travail en freelance à côté. Du travail en freelance. Le revenu supplémentaire mystérieux de Rebecca qui couvrirait en quelque sorte la différence entre son budget précédent de $800 et ses nouvelles attentes de $1200. Papa, tu sais où cela va, n'est-ce pas? Où quoi va? Rebecca va passer quelques semaines à regarder des appartements qu'elle ne peut pas se permettre. Déclarer que le marché du logement est impossible et s'installer pour un séjour prolongé le temps de régler les choses. Elle a promis que ce serait temporaire. Elle promet beaucoup de choses. Une pause. Chloé, je dois te demander quelque chose. Quoi? Vas-tu un jour pardonner à Rebecca? Vas-tu un jour être prête à avoir une relation avec ta sœur à nouveau? La question m'a prise au dépourvu. Non pas parce que je n'y avais pas pensé, mais parce que j'avais supposé que ma famille comprenait que je ne gardais pas de rancune ou de ressentiment. Papa, je ne suis pas en colère contre Rebecca. Je ne veux juste pas reprendre le rôle de résoudre ses problèmes. Mais tu ne la verras même pas. Tu ne dîneras pas avec la famille. Tu ne viendras pas lui rendre visite quand elle est ici. Parce que chaque réunion de famille devient une opportunité pour elle de créer une nouvelle crise qui nécessite mon implication. Et si elle promettait de ne pas te demander d'aide? Elle a déjà fait cette promesse. Et si nous promettions de nous assurer qu'elle ne te demanderait pas d'aide? J'ai presque ri. Mes parents, qui n'avaient jamais réussi à empêcher Rebecca de manipuler la dynamique familiale, allaient soudainement devenir des garants efficaces des limites. Papa, j'ai une relation avec Rebecca. C'est une relation où je suis poli quand nous interagissons, je soutiens ses véritables succès, et je suis indisponible pour les urgences financières. Ce n'est pas une punition ou du ressentiment. Ce sont juste des limites saines. Ça ne ressemble pas à une relation. Ça ne ressemble pas à l'ancienne relation où les besoins de Rebecca déterminaient les choix de tout le monde. Tu as raison à ce sujet. Une autre pause. Ta mère te manque. Maman est la bienvenue pour avoir une relation avec moi qui ne tourne pas autour de la gestion de la crise de Rebecca. Mais les dîners de famille, les fêtes sont des occasions où Rebecca crée généralement un drame qui nécessite que quelqu'un arrange quelque chose. Je ne suis plus intéressé à être la réparatrice désignée. Alors, tu vas vraiment manquer l'enfance de Jordan et Mia à cause de tes problèmes avec Rebecca? Des problèmes avec Rebecca. Papa avait recadré mes limites comme des conflits personnels que je devais surmonter pour le bien de l'harmonie familiale. Je ne manque rien, papa. Jordan et Mia peuvent m'appeler à tout moment. Ils sont les bienvenus pour passer du temps avec moi sans Rebecca. Ils sont les bienvenus pour avoir une relation avec leur tante qui n'est pas médiatisée par la dernière crise de leur mère. Rebecca n'accepterait jamais cela. Alors Rebecca priorise sa propre commodité plutôt que la relation de ses enfants avec leur famille élargie. La conversation s'est terminée avec nous deux frustrés. Papa voulait que je fasse semblant que la dynamique de notre famille pouvait revenir à la normale. Je voulais qu'il comprenne que la normale avait été dysfonctionnelle.
2 heures plus tard, Rebecca m'a appelé directement. Chloé, nous devons avoir une conversation sur cette situation familiale. Quelle situation? La situation où tu t'es complètement coupé de ta nièce et de ton neveu à cause d'un grief imaginaire contre moi. Grief imaginaire. Rebecca avait réussi à redéfinir des mois de violation de limites, de manipulation financière et de chantage émotionnel comme des conflits qui n'existaient que dans mon esprit. Je ne me suis coupé de personne, Rebecca. Tu refuses de venir aux événements familiaux. Tu ne viens pas me rendre visite quand je suis chez maman et papa. Tu agis comme si j'étais une sorte de personne dangereuse dont les enfants devaient être protégés. J'agis comme si tu étais quelqu'un qui crée des crises qui exigent que d'autres les résolvent parce que c'est exactement ce que tu fais. Ce n'est pas juste. Quelle partie? Tout. Je ne t'ai rien demandé depuis des mois parce que j'ai clairement indiqué que je ne fournirais rien. Ce n'est pas la même chose que de ne pas avoir besoin d'aide. Alors, tu admets que tu me punis. Je maintiens des limites qui protègent ma tranquillité d'esprit et découragent ta dépendance aux renflouements familiaux. Ma dépendance? J'ai été complètement indépendante depuis que j'ai emménagé dans mon propre logement pendant 6 semaines jusqu'à ce que la situation de colocation devienne inconfortable et que tu retournes vivre chez maman et papa. C'est temporaire, Rebecca. Tout avec toi est toujours temporaire jusqu'à ce que cela devienne permanent. Tu es de retour dans ta vieille chambre. Les enfants perturbent à nouveau la routine de maman et papa. Et tu regardes des appartements que tu ne peux pas te permettre en attendant que quelqu'un d'autre résolve ton problème de logement. Je n'attends personne pour résoudre quoi que ce soit. Alors pourquoi vis-tu avec nos parents âgés au lieu d'être dans un endroit que tu peux réellement te permettre? Silence. Rebecca, je ne te déteste pas. Je ne suis pas en colère contre toi. Je refuse juste de participer à la dynamique familiale où tes urgences deviennent les obligations de tout le monde. Et si une vraie urgence se produit, quelque chose de grave avec les enfants ou ma santé, alors tu géreras ça comme les autres adultes gèrent les urgences, en faisant des choix difficiles et en utilisant les ressources appropriées. Tu as vraiment changé. Oui, j'ai changé. J'ai appris la différence entre être utile et être utilisé. Et tu penses que je t'utilisais? Je pense que tu nous utilisais tous. Et nous te laissions faire parce que nous avons confondu l'encouragement de la dépendance avec l'amour. J'ai raccroché, sachant que cette conversation serait rapportée à mes parents comme preuve de mon attitude froide et impitoyable envers la famille. Mais pour la première fois, j'avais pu articuler exactement pourquoi mes limites existaient et pourquoi elles devaient rester en place. Rebecca n'était pas méchante ou malveillante. C'était quelqu'un qui avait appris que créer des crises poussait les autres à résoudre ses problèmes, et elle n'avait jamais été forcée de développer d'autres stratégies d'adaptation. Tant qu'elle ne serait pas forcée de développer ces stratégies, elle continuerait à créer des crises. Et tant que ma famille ne cesserait pas de répondre à ces crises par des renflouements, le schéma se poursuivrait indéfiniment. 6 mois plus tard, Rebecca vivait toujours chez mes parents. Le séjour temporaire était devenu permanent, tout comme je l'avais prédit. Maman avait cessé de mentionner des dates de fin pour l'arrangement. Papa avait cessé de prétendre qu'il profitait de sa retraite. Les appels de ma famille étaient devenus moins fréquents, mais plus intenses. Des invitations au dîner de Noël accompagnées de voyages de culpabilité à propos de manquer les traditions familiales. Des brunchs de Pâques qui étaient présentés comme des occasions de réparer les relations endommagées. Des fêtes d'anniversaire pour Jordan et Mia qui incluaient des sermons sur l'importance de l'unité familiale. Je les ai toutes déclinées poliment et constamment. Puis maman a appelé avec une nouvelle qui m'a surprise. Rebecca est fiancée. Fiancée à un homme nommé Kevin. Elle l'a rencontré à son travail. Il semble très gentil, très stable. Très stable. La même description qu'ils avaient utilisée pour Marcus, le petit ami qui avait duré 3 mois avant de découvrir que sortir avec Rebecca signifiait subventionner tout son mode de vie. Depuis combien de temps sortent-ils ensemble? Environ 2 mois. Mais Rebecca dit, quand on sait, on sait. 2 mois. Rebecca s'était fiancée à quelqu'un après 2 mois, n'ayant rien appris de sa précédente catastrophe relationnelle. Quand est le mariage? Cet été. Kevin est impatient de construire une vie ensemble. Kevin était impatient de construire une vie ensemble avec une femme qui vivait chez ses parents et n'avait jamais réussi à maintenir un logement indépendant. J'espère que ça marchera pour elle. Elle m'a demandé de te demander si tu serais prête à faire partie du cortège nuptial.
Le cortège nuptial? Rebecca voulait que je participe à la célébration de son mariage avec un homme qu'elle connaissait depuis 8 semaines. Maman, je ne ferai pas partie du mariage de Rebecca. C'est ta seule sœur et elle épouse quelqu'un qu'elle connaît à peine après un schéma d'irresponsabilité financière et de dysfonctionnement relationnel. Ce n'est pas quelque chose que je veux célébrer. Tu es très critique. Je suis réaliste quant au schéma. Et si cette fois c'est différent? Et si Kevin est la personne qui aide Rebecca à enfin se reprendre en main? Et si cette fois c'est différent? La question que ma famille posait à propos de Rebecca depuis 20 ans, malgré des preuves accablantes que cette fois était toujours la même que la dernière fois. Maman, si Rebecca se reprend en main, je serai sincèrement heureuse pour elle. Mais je ne vais pas participer à un autre geste dramatique susceptible de se terminer par une crise. Elle te veut vraiment là. Elle veut vraiment la validation familiale pour ses choix. C'est différent de vouloir que je sois là. 2 semaines plus tard, papa a appelé avec une autre nouvelle. Les fiançailles sont annulées. Qu'est-ce qui s'est passé? Kevin a rompu avec elle. Apparemment, il a réalisé qu'elle s'attendait à ce qu'il résolve sa situation de logement et soutienne financièrement ses enfants. Kevin avait compris ce que Marcus avait compris. Que sortir avec Rebecca signifiait devenir responsable de problèmes qu'il n'avait pas créés. Comment Rebecca gère-t-elle ça? Pas bien. Elle pleure depuis 3 jours en disant qu'elle ne trouvera jamais personne qui comprenne sa situation. Sa situation. L'euphémisme de Rebecca pour le chaos qu'elle crée par de mauvaises décisions et des violations de limites, et la situation du logement. C'est en fait pourquoi j'appelle. Rebecca dit qu'elle ne peut pas se permettre de déménager maintenant que Kevin ne va pas l'aider avec les dépenses. Elle parle de rester avec nous de façon permanente. De façon permanente. Rebecca avait finalement abandonné le prétexte que son arrangement de vie était temporaire. Qu'avez-vous dit, toi et maman? Nous avons dit que nous devions y réfléchir. Papa, vous y réfléchissez depuis 6 mois pendant que Rebecca vivait chez vous sans contribuer aux dépenses ni aider aux responsabilités ménagères. Je sais, mais quelles sont nos options? Nous ne pouvons pas la jeter dehors. Vous pouvez lui dire qu'elle a 60 jours pour trouver d'autres arrangements. Vous pouvez l'aider à rechercher des options de logement abordables et des services sociaux. Vous pouvez lui faire comprendre qu'une résidence permanente n'est pas disponible. Et si elle ne trouve rien, alors elle trouve quelque chose quand même parce qu'elle le devra. Une pause. Je pense que ta mère va faire une autre crise si cela continue beaucoup plus longtemps. Une autre crise. Maman approchait à nouveau de sa limite, tout comme elle l'avait fait lors du premier séjour prolongé de Rebecca. Alors vous avez un choix à faire, papa. Vous pouvez encourager la dépendance de Rebecca et la regarder détruire la santé mentale de maman, ou vous pouvez appliquer des limites et aider Rebecca à développer son indépendance. Ce n'est pas si simple. Oui, ça l'est. Vous ne voulez juste pas accepter que ce soit si simple. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Rebecca auquel je m'attendais depuis des mois. Chloé, je dois te parler de quelque chose d'important. Quoi? J'ai beaucoup réfléchi à notre relation, et je réalise que je te dois d'énormes excuses. Des excuses. Rebecca était enfin prête à reconnaître sa responsabilité dans le chaos familial qu'elle avait créé. Pourquoi, spécifiquement? Pour avoir abusé de ta générosité au fil des ans, pour ne pas avoir apprécié tout ce que tu as fait pour moi et les enfants. Pour ne pas avoir respecté tes limites quand tu as essayé de les fixer. C'était la reconnaissance de responsabilité la plus complète que j'ai jamais entendue de la part de Rebecca. J'apprécie cela. Je suis allé en thérapie, essayant de comprendre pourquoi mes relations s'effondrent constamment. Ma thérapeute m'a aidé à voir certains schémas dans mon comportement que je dois changer. Thérapie. Rebecca obtenait réellement une aide professionnelle pour son dysfonctionnement. C'est génial, Rebecca. Je suis fier de toi d'avoir fait ce pas. Une partie de mon rétablissement implique de faire amende honorable aux personnes que j'ai blessées. Je sais que je t'ai blessé et je sais que j'ai endommagé nos relations familiales. Faire amende honorable. Rebecca suivait une sorte de programme en 12 étapes pour ses diverses dépendances. À quoi ressemble le fait de faire amende honorable pour toi? Je veux reconstruire notre relation lentement. Je sais que je dois regagner ta confiance. Je ne demande pas d'argent ou d'aide pour quoi que ce soit. Je veux juste avoir la chance de te montrer que je change. Ne pas demander d'argent ou d'aide pour quoi que ce soit.
Rebecca offrait réellement de travailler sur notre relation sans aucun agenda financier. Rebecca, que me demandes-tu spécifiquement? Serais-tu prête à prendre un café avec moi? Juste nous deux, pas d'enfants, pas de pression familiale. Je veux parler de la façon de reconstruire notre relation de manière plus saine. Café. Une petite interaction à faible enjeu qui n'impliquait pas d'obligation familiale ou de demande financière. Je serais prête à le faire. Vraiment, vraiment. Mais je dois te faire comprendre que reconstruire la confiance prendra du temps et que mes limites concernant l'aide financière ne changeront pas. Je comprends. Je ne veux pas ton argent, Chloé. Je veux ma sœur. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon appartement et j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Pour la première fois dans notre relation adulte, Rebecca m'avait approché sans un agenda qui impliquait de résoudre ses problèmes. Peut-être que la thérapie l'aidait réellement à développer une meilleure compréhension de ses schémas de comportement. Peut-être que la rupture des fiançailles l'avait forcé à affronter des vérités difficiles sur sa dépendance envers les autres. Ou peut-être que ce n'était qu'une autre stratégie de manipulation conçue pour rétablir l'accès aux ressources familiales par la réconciliation émotionnelle. Dans tous les cas, j'étais prête à le découvrir parce que les limites que j'avais établies n'étaient pas destinées à couper Rebecca pour toujours. Elles étaient destinées à créer un espace pour qu'une relation plus saine puisse se développer. Une relation où ces urgences ne devenaient pas mes obligations. Où la loyauté familiale n'était pas mesurée par ma volonté de sacrifier mes ressources pour sa commodité. Où je pouvais aimer ma sœur sans être utilisé par elle. Si cette relation était possible, je voulais l'explorer. Et si elle n'était pas possible, j'avais appris que je pouvais avoir une vie paisible et épanouissante sans gérer constamment les crises des autres. 2 semaines plus tard, Rebecca et moi nous sommes rencontrés pour un café dans un lieu neutre en centre-ville. Elle avait l'air différente, plus posée, moins frénétique. Elle s'était fait couper les cheveux et portait des vêtements qui lui allaient correctement au lieu de l'apparence constamment stressée qu'elle avait maintenue pendant des années. « Tu as bonne mine », ai-je dit honnêtement. « Je me sens différente. » Plus clair, je suppose. Nous avons parlé pendant 1 heure. Rebecca m'a parlé de ses séances de thérapie, de ses prises de conscience sur ses schémas de dépendance, de ses projets de déménager éventuellement de la maison de nos parents. Elle m'a posé des questions sur ma vie, mon travail, mon nouvel appartement qu'elle n'avait jamais vu. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle n'a créé aucune crise qui nécessitait mon implication. Elle ne m'a pas fait de reproches à propos des événements familiaux manqués. Pour la première fois dans notre relation adulte, nous avons parlé comme 2 personnes qui se souciaient réellement l'une de l'autre sans que l'une d'elles n'ait besoin de quelque chose de l'autre. C'était exactement le genre de relation que j'avais espéré possible si Rebecca apprenait un jour à gérer sa propre vie. Quand nous nous sommes dit au revoir, Rebecca m'a serré dans ses bras et m'a dit « Merci de ne pas avoir renoncé à moi, même quand je te donnais toutes les raisons de le faire. » Je n'ai jamais renoncé à toi, Rebecca. J'ai juste renoncé à être ta solution à tout. Je comprends la différence maintenant. En rentrant chez moi, j'ai réalisé que j'avais appris quelque chose d'important sur les limites, la famille et l'amour. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire est de refuser d'encourager la dysfonction de quelqu'un. Parfois, protéger sa propre tranquillité d'esprit crée un espace pour que des relations plus saines puissent se développer. Parfois, dire non à des schémas destructeurs est le seul moyen de dire oui à une connexion authentique. Je n'avais jamais été égoïste de vouloir des limites de base et une autonomie personnelle. J'avais été intelligente de me protéger d'être utilisée, même lorsque cette protection était qualifiée de sans cœur par des personnes qui bénéficiaient de mon sacrifice. La famille Morrison apprenait lentement de nouveaux schémas d'interaction. Des schémas basés sur le respect mutuel plutôt que sur des renflouements automatiques. Des schémas où les choix de Rebecca étaient sa responsabilité. Où la retraite de mes parents n'était pas constamment interrompue par des crises artificielles, où l'amour était exprimé par le soutien plutôt que par l'encouragement de la dépendance. C'était la famille que j'avais toujours voulu mais que je n'avais pas su comment créer jusqu'à ce que j'apprenne le pouvoir d'un simple mot. Non. Rebecca avait maintenant son propre appartement, un emploi qu'elle aimait, et des relations qu'elle maintenait sans manipulation financière. Jordan et Mia avaient un logement stable, une fréquentation scolaire constante, et une mère qui apprenait à résoudre les problèmes au lieu de simplement les créer. Maman et papa avaient retrouvé leur retraite paisible, leur mariage restauré, et leur maison récupérée. Et j'avais quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, une vie qui m'appartenait entièrement, libérée des urgences des autres,
et immunisé contre les voyages de culpabilité à propos de la loyauté familiale. Parfois, l'acte d'amour le plus radical est de refuser d'être utilisé. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur la fixation de limites et le choix de votre propre tranquillité d'esprit. Parfois, la chose la plus aimante que l'on puisse faire pour sa famille est de refuser d'encourager leurs pires impulsions. Je n'ai jamais été égoïste. J'ai juste décidé d'arrêter d'être.